Les amis, dans cette vidéo, je partage avec vous un extrait exclusif d'un cours, d'un stage que j'ai réalisé cet été pour plusieurs de mes élèves. Donc c'est un stage qui concerne en l'occurrence ici la deuxième loi de Newton, donc la mécanique de terminale. Donc c'est un élève que j'accompagne depuis un moment et que je prépare pendant cet été pour la rentrée en terminale. Donc on a vu quelques chapitres déjà de la terminale et l'objectif de ce type de stage, c'est d'anticiper un peu le programme de la rentrée pour que l'élève puisse être à l'aise, puisse être en mesure de suivre sans aucune difficulté puisqu'il aura déjà vu une bonne partie du programme de la terminale. Si tu souhaites toi aussi faire partie des élèves que j'accompagne, que ce soit en cours individuel ou collectif au cours de l'année ou que ce soit dans des stages individuels ou collectifs de pré-rentrée ou au cours des vacances scolaires, n'hésite pas à me contacter, tu trouveras les liens en description de cette vidéo. Si tu veux accéder au cours complet, à la formation complète sur cette partie du mouvement et de la deuxième loi de Newton qui est vraiment axée sur le principe fondamental de la dynamique ou la deuxième loi de Newton, j'ai réalisé une formation complète avec une vidéo de cours, avec des exercices corrigés, avec un formulaire, avec un cours en PDF que tu pourras télécharger et des exercices que tu pourras pratiquer, ainsi que la possibilité de me solliciter si jamais il y a besoin que je corrige un exercice en particulier. Tu trouveras le lien en description de cette vidéo pour accéder à cette formation avec un prix de lancement qui est vraiment intéressant. N'hésitez pas les amis, si vous regardez cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter évidemment. Ça permet à la chaîne de prendre de la visibilité à la vidéo, d'être beaucoup plus visible auprès des élèves qui en ont besoin. N'hésitez pas les amis évidemment, si vous voulez acquérir cette formation, à accéder en cliquant sur le lien que vous trouverez en description. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des cours particuliers, individuels ou collectifs. N'hésitez pas à faire l'exercice par vous-même en mettant la vidéo sur pause et puis à voir jusqu'au bout pour pouvoir comparer votre correction à la mienne. Ok, alors ici, dans cet exercice, c'est quoi la problématique? Donc, on a l'Australien Robbie Madison a battu son propre record de saut en longueur à moto à Melbourne. Son deux roues, après une phase d'accélération, a abordé le tremplin avec une vitesse de 160 km/h et s'est envolé pour un saut d'une portée égale à 107 mètres. Donc, on a des données. Donc, le système motard plus moto est assimilé à son centre de masse G et sa masse vaut 180 kg. Donc, comme on a vu ensemble, souvent, on a des systèmes ponctuels, donc quelquefois on a des systèmes qui ne s'assimilent pas à un point, et quand c'est le cas, on considère le mouvement du centre de gravité, ce qui est le cas ici. Dans le premier document, on a les conditions du saut, donc le saut se déroule en trois phases. La première phase, c'est une phase d'accélération du point A au point B, donc on imagine que le mouvement, que la moto va avoir un mouvement initial à une vitesse nulle, donc il y aura une vitesse initiale nulle. La vitesse va monter progressivement jusqu'à arriver au point B, et donc de B à C, on a justement cette phase de tremplin, donc le tremplin de B à C, et puis le saut, il se fait à C. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? On a des graphiques intéressants. D'abord, un graphique document 3 qui nous donne l'évolution au cours du temps de la valeur de la vitesse du motard. Donc, V, en fonction du temps, va augmenter d'une manière linéaire ici. Et dans le document 4, on a une évolution au cours du temps de la valeur D parcourue par le motard. On voit bien que cette valeur va augmenter au début d'une manière assez timide. Et puis, au bout d'un moment, on a une augmentation qui est beaucoup plus marquée. L'objectif, en fait, ici, et sachant que la vitesse initiale est nulle et sachant que en B, la vitesse atteinte est de 160 km/h, c'est de déterminer la distance AB finalement qui est nécessaire pour accélérer, faire accélérer le motard. Il y a une information qui n'a peut-être pas été mentionnée dans l'exercice, mais je ne sais pas si j'en ai parlé oralement, mais qu'on va considérer que les frottements sont négligeables ici. Donc, la première chose à faire d'abord, c'est d'étudier le mouvement entre A et B. Qu'est-ce que ça signifie qu'on étudie le mouvement entre A et B? Ça signifie que dans un premier temps, on va faire quoi? Dans un premier temps, on va faire le choix du référentiel, qui est le référentiel finalement galiléen associé à l'expérience, puisqu'on est sur Terre. On va considérer également les forces, on va faire ce qu'on appelle un inventaire des forces, et puis tout ça pour préparer les conditions d'application de la deuxième loi de Newton. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, on considère le mouvement du système.
Il est vraiment capital de bien rédiger pour ne pas perdre de points. Donc, le mouvement, on considère le mouvement du système. On considère le mouvement du système qu'on nous a précisé ici, qui est la moto plus le motard. Donc, motard plus moto. On va considérer ce système-là. Dans un référentiel, dans le référentiel galiléen, galiléen associé, dans le référentiel galiléen associé, dans le référentiel galiléen associé à quoi? Associé à l'expérience, quoi, qui est le référentiel terrestre. Inventaire des forces, on peut faire notre inventaire des forces ici. Inventaire des forces. Qu'est-ce qu'on a comme force? Vincent, c'est Euh, quoi la force ici qui s'applique sur le système? Il y a la force motrice, Mhm. poids, et je pense que c'est tout. Et il y a la réaction du support. Il ne peut pas y Ah, avoir que le la poids. réaction, je Parce sais que pas. s'il n'y a que le poids, la moto s'enfonce à l'intérieur. Il faut bien qu'elle reste Oui, oui. nue. Voilà. Donc, et en effet, on a le poids. Donc, le poids P. On a la réaction du support. Réaction du support, donc que je vais appeler R. Et puis, on va voir la force motrice. Donc, en gros, la force le moteur de la moto applique pour pouvoir tracter le système. Donc, la force de traction, on peut l'appeler soit force motrice, soit force de traction qu'on peut noter F. Voilà, donc on a tout maintenant pour appliquer, on applique la seconde loi de Newton, la deuxième loi de Newton, le principe fondamental de la dynamique, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on peut écrire? Bah, la somme des forces, la somme vectorielle, attention, il faut mettre les vecteurs, P plus R, la réaction, plus la force motrice, est égale à la masse fois l'accélération. P plus R plus F égale ma. D'accord? Très bien. Euh, donc voilà. Donc du coup, si on essaie de faire un petit schéma, donc on est lancé au point A, on arrive au point B qui est ici. Si la moto est quelque part entre A et B, donc imaginons la moto plus le motard, le système, je vais l'appeler M, on est là par exemple, et ben ici on va avoir le poids qui est vers le bas, on va avoir la réaction du support qui est verticale vers le haut, qui s'oppose au poids, qui s'oppose à l'enfoncement en fait de, de la moto. Et puis on va avoir une dernière force qui est celle qui va véritablement avoir un travail positif ici, qui va influencer le mouvement, qui est la force de traction F. OK, donc ça c'est la force F. OK, très bien. Donc, on peut considérer cet axe que j'ai mis en rouge, je vais l'appeler X. Donc, si on projette sur l'axe X, on projette la relation sur l'axe X. Qu'est-ce qu'on trouve du coup? Alors, sur cet axe X, le poids P, en fait, sa projection est égale à quoi? Si je prends le poids et je projette sur l'axe horizontal X. Ah, le c'est égal à zéro. Voilà, donc sa projection est nulle. Et si Et je pareil prends pour la réaction du support. pareil pour la réaction du support, donc qu'est-ce qui va rester? Il reste que la projection de F qui n'est pas nulle, qui est d'ailleurs égale à F, tout simplement, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, du coup, F est égal à m fois l'accélération. L'accélération aussi, selon x, n'est pas nulle parce que, au contraire, c'est une accélération qui va dans le sens de l'axe x, puisqu'on va de A à B, donc c'est une accélération qui est dans le sens du mouvement. Donc, on sait que F est égal à m fois A. Bon, alors,
Tout ceci est très bien, donc ça nous permet de mesurer la force F. Mais tout ça est inutile pour répondre à la question qui est posée en réalité. Là, c'est très bien de faire ça parce que ça nous permet de réviser ce qu'on a vu dans le cours. Mais la question qui est posée est celle de la détermination de la distance AB qu'on a parcourue. Ça, on peut le faire autrement en réalité. On peut le faire comment? On peut le faire tout simplement en regardant les différents graphiques ici, tu vois. Parce que l'accélération, finalement, pour la calculer, il suffit simplement de dériver la vitesse par rapport au temps, n'est-ce pas? Donc, je vais un petit peu modifier la structure de la question pour qu'elle soit beaucoup plus intéressante. Euh, ouais, on va dire d'abord, on va prendre une première. Alors, je sais pas pourquoi ça marche pas. Uhum. Bon, non, ok. Très bien. Donc là, on a trouvé la force F. En fait, bon, la force F, on peut la trouver. Donc, je vais rajouter une question ici. Donc, en fait, la question ne me plaît pas comment elle est posée. Donc, dans un premier temps, on va faire. Alors, parce que AB, c'est très simple de trouver. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déterminer la force motrice. Voilà, la force motrice. Parce que, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus intéressant. AB, on peut le trouver assez facilement. Comment te trouver AB facilement? Ben, on cherche d'abord l'accélération, n'est-ce pas? Donc, cherchons petit a, l'accélération. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Quelle est la définition de l'accélération? Euh, le- euh, je je sais plus. L'accélération, c'est quoi? On avait dit que c'était la variation de quoi? C'est la vitesse. Voilà, on accélère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on change la vitesse. Tu es à 30 km/h, tu passes à 80 km/h, tu fais varier ta vitesse. Donc, une variation, on avait dit qu'en mathématiques, en physique, c'est une dérivée. Donc, l'accélération en norme, c'est dv sur dt. C'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, n'est-ce pas? Ok, donc là, comment est le graphique de la vitesse par rapport au temps? C'est un graphique linéaire. Donc la dérivée, c'est le coefficient directeur, si tu veux. Assez simple, en fait, dv sur dt, ici en l'occurrence, c'est la même chose que delta v sur delta t, parce que c'est une courbe qui est linéaire. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est que vous l'avez fait hier, c'est que Mhm. deux, vous avez mis deux soustractions Oui, en bien sûr. dénominateur et en... Mais j'ai pas compris pourquoi on fait ça. Bah, pourquoi? Parce que c'est ce que je viens d'écrire. Tu as compris que dv sur dt est égal à delta v sur dt. Delta t, c'est le coefficient directeur. Quand tu as une fonction affine, type at plus b, regarde, imaginons que tu as une fonction, bah, par exemple là, notre v, c'est une fonction linéaire, tu vois, donc c'est a fois t, un coefficient a fois t plus b. Tu es d'accord avec moi? Oui. C'est linéaire. Donc le a, comment je le trouve? Il suffit de dériver v par rapport au temps, je trouve a. Tu vois ou pas? Hmm. Mais a aussi, c'est le coefficient directeur. Comment est-ce qu'on trouve le coefficient directeur d'une droite? Comment on fait? On cherche deux points. Donc, par exemple, imaginons Ah, ici, tu vois, on a ce point-là. on les divise. Voilà. Donc, prenons ce point, par exemple. Prenons ce point, appelons-le le point M. Le point M a quoi comme coordonnée? Pour le temps, Euh, 6, 30, 30. 30. Voilà. Et ici, c'est l'origine. Donc, ça fait 0, 0. D'accord? Donc, bah, ça fait 30 moins 0 sur 6 moins 0, tu vois. Donc, l'accélération ici, on peut la déterminer graphiquement. Donc, en prenant deux points de la courbe de la vitesse en fonction du temps. Donc, graphiquement, petit a est égal, par exemple, c'est 30 moins 0 sur 6 moins 0. Donc, l'accélération ici est égale à 5 mètres secondes moins 2 graphiquement. Tu vois ou pas? Et du coup, j'ai pas compris les zéros correspondent à quoi, du coup? Qu'est-ce qui correspond à quoi? Les zéros. Ah, le zéro, ben, c'est aux On a coordonnées entendu de haut. l'explication. Ben, qu'est-ce qu'on fait pour trouver les coordonnées, Ah oui, c'est par rapport 30 moins à 0? l'origine.
divisé par 6 moins zéro quoi. YB moins YA sur XB moins XA pour trouver Ah, le coefficient directeur. Est-ce que c'est clair ou pas? oui. Oui. Donc, tu vois, j'aurais pu ne pas prendre l'origine. Tu aurais pu prendre, je sais pas moi, un autre point, par exemple. Tu aurais pu prendre celui-ci. Je sais pas moi. On peut appeler celui-là, par exemple, B, celui-là A, si tu es plus confortable avec ça. Donc là, on a 2 et 10, tu vois. On aurait fait 30 moins 10 sur 6 moins 2. 30 moins 10, c'est 20. 20 sur 4, ça fait 5 aussi. T'as compris? En gros, l'accélération, quand on a l'accélération, c'est toujours la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Mais quand tu as une droite, la dérivée de y par rapport à t, ou de l'ordonnée par rapport à l'abscisse, c'est le coefficient directeur. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Voilà, donc là, on a trouvé l'accélération. Bon, d'accord, très bien, parfait, on a l'accélération, nickel. Bon, qu'est-ce qu'on va en faire? Bon, ben, on a l'accélération, ben, on peut trouver directement la force F, d'accord? Et comme on a le point, on peut calculer. Donc, F est égal Voilà. 5, 5 fois 5. Et la distance, comment est-ce qu'on peut... Effectivement, tu vois, et effectivement, la distance, comment on peut la faire? Parce on peut trouver la distance AB sans rien faire. Bah, En le gros, temps, le voilà, exactement. On peut trouver temps d'abord le temps. C'est ça, c'est exact. En fait, la distance, on peut la trouver d'une manière encore plus simple, tu vois, parce qu'on sait que quand on arrive à B, on a parcouru quoi comme... Bon, on va trouver la distance tout à l'heure. D'abord, faisons la force, calculons la force. Donc la valeur de la force. Donc F F, est 5 fois A, voilà, c'est m fois A, donc ça nous fait la masse m, c'est c'est 180. 180 kg, voilà, 180, et je Du coup, c'est 9 multiplie fois par 9, 5. Voilà, c'est ça. F égale 180 fois 5, et on trouve la valeur de la force. 900. C'est pas compliqué du tout. Donc, Ça fait 900 newtons, normalement. ça nous fait 900 newtons. Voilà donc la force motrice, la force qui est appliquée sur la moto. Évidemment, c'est pas écrit dans l'exercice, mais on va dire on néglige le frottement. On néglige de frottement. Maintenant, la question 2, on va dire, c'est la question qui était posée à la base, c'est par exemple déterminant la distance AB. Alors, comment on fait pour déterminer la distance AB? Déterminons la distance AB. Par rapport à la vitesse qu'on a, on transforme la vitesse qu'on a en kilomètres heure en mètres par seconde. Exactement, tout à fait. On transforme la vitesse qu'on a en mètres par seconde, on trouve le temps qui correspond, et puis on regarde le graphique de document 4 et on cherche le temps directement. Il me Donc, semble qu'on avait fait ça hier, on avait trouvé à peu près 8,5 secondes. oui, Et après, là, du coup, on a juste à faire avec le graphique. c'est ça. Donc 160 km/h, je divise par 3,6 pour transformer en mètres par seconde. Très important. Dans le système international, en physique, en terminale, toujours la vitesse, il faut prendre enfin, il faut toujours essayer c'est nécessaire de transformer toujours en mètres par seconde, de convertir. Donc ça nous fait 44,4 ici à peu près mètres par seconde. On va prendre cette vitesse, on va chercher le temps qui correspond. Donc là, si je viens chercher 44,4, c'est pas presque 45. Donc à peu près, on est à peu près ici. Donc on est à peu près à 8,5 secondes. Et puis ici, si je cherche 8,5, On est à peu près à 175. voilà, on est à peu près à 175. Donc c'est un peu approximatif, mais ça fonctionne. Donc on est à peu près à 100. Donc graphiquement, on peut le faire graphiquement. Donc graphiquement, V égale à 44,4 mètres par seconde correspond, correspond à... Ça correspond à quoi? Donc du coup, graphiquement, ça correspond à un temps qui est égal à, on avait dit 8,5 à peu près, 8,5 secondes. Donc, ce qui correspond selon, ce qui correspond selon le document 4 à une distance à peu près 175 mètres. Donc tout ça, c'est vraiment
approximatif, on se base sur des graphiques, hein. La lecture n'est pas parfaite du tout de ces courbes. Est-ce qu'on peut trouver cette distance AB en faisant du calcul, sans se baser sur... C'est comme si on n'avait pas les graphiques. Comment on fait? Comment on fait pour trouver AB sans se baser sur les graphiques? Est-ce que tu as Euh, des... bah, on a une distance en haut, je pense que c'est en utilisant la distance qu'on a en haut. Mhm. Donc Et là, en gros, le document 1, là, en gros, Vincent, on a calculé l'accélération, n'est-ce pas? Donc, alors maintenant, on va dire, cherchons AB, alors algébriquement, pas graphiquement. Qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent? On sait quoi? On a trouvé, on a l'accélération qui est de 5 mètres secondes moins 2, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on sait d'autre? L'accélération, non, la vitesse plutôt. La vitesse est une fonction qui est comment? C'est même pas une, enfin, c'est plus simple qu'une fonction affine, c'est une fonction même linéaire. C'est une fonction linéaire du temps, n'est-ce pas? oui. Pourquoi? Bah, souviens-toi, une fonction linéaire, c'est une fonction dont la courbe est une droite qui passe par l'origine du repère. Mm. D'accord? Et donc, du coup, V en fonction du temps, ça s'écrit comment? V en fonction du temps. V en fonction du temps, c'est V fois T, il me semble. C'est A fois T. Bon, Ah, fonction fois T, linéaire, oui, c'est pardon. A. Voilà, c'est A fois T. Avec le A, c'est l'accélération, tu vois. C'est pas seulement le coefficient directeur, mais c'est en plus l'accélération, en fait. Parce que si on fait dv sur dt, ça fait A. Donc, A, le coefficient directeur de la vitesse, c'est l'accélération du mouvement. Et du coup, si j'ai bien compris, si on fait A fois T, on trouve la distance. Non, si Ou on fait non, V A fois fois T. T, Si on fait non. V. Si on fait A fois T, on trouve la vitesse, hein. Donc maintenant, il faut remonter à la distance. Donc c'est V fois T pour faire la distance. Non, 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 non. Quel est le rapport entre la vitesse et la distance? c'est D sur V. D sur V égale D sur T, ça c'est quand on avait vu la vitesse moyenne, ça c'est en première, en seconde. Mais là, on a un petit peu upgradé le game. On est sur enfin, une définition beaucoup plus sophistiquée. C'est quoi la vitesse en fonction du déplacement? On avait vu dans le cours. C'est pas delta V et delta T, un truc comme ça. La définition du vecteur vitesse, qu'est-ce qu'on avait dit? Le vecteur vitesse, c'est quoi? Le vecteur vitesse, c'est la dérivée du vecteur déplacement, de m par rapport au temps. Et on avait dit que le vecteur vitesse avait des composantes, Vx, Vy, Vz. La composante selon x du vecteur vitesse, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Vy, c'est dy par rapport au temps. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, ici, tu vois, on a un mouvement qui est selon x. Tu vois, la moto, initialement, elle est là. Et ensuite, elle va venir ici, B. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, la position de la moto qu'on va appeler x de t, tu vois, si la moto est ici, elle a une position x de t, va varier en fonction du temps. D'accord? Donc, la vitesse, nous, notre vitesse, par ailleurs, notre vitesse v de t, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Avec x, la position de la moto, x, la position du système. Avec x de t, la position du système. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui. Ok, donc en gros, regarde, c'est comme si tu avais dx sur dt, la dérivée de x par rapport au temps, c'est a fois t. Tu es d'accord? Euh, Bah oui, parce que v de t, c'est dx sur dt. Donc, et comme v Ah de oui, t oui, est à oui, t, donc dx sur dt est égal à at. Donc c'est comme si en maths, je t'avais dit, regarde, tu prends une fonction qui dépend de x, tu prends f' de t, c'est égal à at. Et je te dis, trouve-moi f. Tu vois, c'est quoi la fonction dont la dérivée, c'est at? Intéressant.
Ça, bon, comme on est en stage d'été et que tu n'as pas encore vu une partie en mathématiques de la terminale qui s'appelle les primitives, donc évidemment, c'est pas naturel. Mais bon, c'est pas très grave. Ok. Là, c'est la même chose. Donc a fois t, ça va être un sur 2 fois a fois t carré, tu vois, parce que si je dérive t carré, ça me fait 2 fois t avec le 1 demi, il reste que a fois t, tu vois ou pas? Oui. Très bien, super. Bah, c'est exactement ça. Donc, alors, dx sur dt, ça fait tout simplement a fois t. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que x de t, tu vois, c'est quoi? C'est 1 demi a fois t carré plus une constante. D'accord? Bon, mais étant donné que initialement on peut considérer la position initiale nulle, donc on peut juste prendre 1 demi at carré. Ok. D'accord? Oui. Donc voilà, donc si tu veux, pourquoi ça c'est intéressant? Parce que je peux déterminer à tout instant où se trouve ma moto, tu vois. Il suffit d'avoir le temps et mon calcul de position, il est précis, tu vois. Je peux savoir à n'importe quel instant que, bah, par exemple, au bout d'une seconde, je fais 1 demi fois 5, tu vois, t carré. Donc, bah, étant donné on a trouvé que notre A, c'est 5 mètres par seconde moins 2, donc je peux dire que x de t, en fait, c'est 5 divisé par 2, ça fait 2,5 fois t carré, tu vois. C'est-à-dire qu'au bout d'une seconde, la moto a traversé 2,5 mètres. Au bout de 2 Ok. secondes, ça va être 2,5 fois 4, donc 10 Ok. mètres, tu vois. Oui. Ok. Donc là, faudra remplacer t par 8,5. Ah, bah du coup, il faut qu'on cherche t. Mais on s'était dit, tiens, on s'était dit qu'on ne pouvait pas se baser. Là, dans cette Ah, partie, le challenge, c'est qu'on ne se base pas sur les graphiques. On va le faire vraiment totalement, comment dire, on ne va pas se baser du tout sur les graphiques. Donc, comment savoir t? on fait, Ouais, on essaie de faire, quand on a déjà la formule de v de x qui fait a fois exactement. Alors, on a la formule de v de t. On oui, sait que v de t, c'est a fois t, mais on sait aussi ce que c'est que v de t. Parce que quand on est arrivé au point B, c'était quoi la vitesse? 160 km/h, non? Donc, c'est oui, 44,4. ça fait 160, non, 44,4 divisé par 5 et ça nous donne Voilà, exactement. Tu as tout compris. Au point B, V de T est égal V de TB, en fait, quand on arrive au point B. Donc, au temps B, ça nous fait 160 km/h divisé par 3,6. On avait trouvé 44,4 mètres par seconde. Alors, je vais déplacer ici. Voilà. Donc, on a la vitesse et on sait par ailleurs que V de T, donc V de TB, c'est A fois T, A fois TB. Donc, je sais que le temps du coup TB, c'est V de TB qui est de combien? Euh, Ouais, bah, 44,4 divisé par 5. 100. Et Donc donc, ça nous on trouve la valeur donne de TB. 1,88. Voilà, Oui. 44,4 divisé par 5, donc on n'est pas loin, 8 à peu près, 8,88, ok. Seconde, soyons précis. Donc, donc voilà, donc on a TB, du coup on peut déterminer X, la distance parcourue, tu vois. Donc, la distance parcourue par le système, moto plus motard, ben, c'est X de T, donc X de TB, quoi, tu vois. X de TB, donc c'est quoi? C'est 2,5 multiplié par 8,88 au carré. Donc XTB est égal à 2,5 fois 8,88 au carré. Donc ça nous fait 197,136. 197,13 mètres. Alors, tout à l'heure, on a trouvé combien exactement? On a trouvé 175 mètres 175, intéressant. précis. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui explique la différence entre la partie théorique, entre le calcul théorique et le calcul par les graphiques? C'est la précision des données. Ça me paraît beaucoup pour la précision, parce que là, on est presque à 15 mètres ou 20 mètres. Enfin,
Dans les graphiques, les graphiques sont pas assez précis, c'est plutôt vaste comme graphique. Je dirais aussi un truc intéressant ici, parce que tu vois, les graphiques, c'est quelque chose de vrai. C'est-à-dire que, en gros, c'est des valeurs qui sont empiriques, expérimentales. Dans notre calcul, c'est théorique. Mais nous, qu'est-ce qu'on a fait dans notre calcul? On a, On a fait les environs. on a négligé les frottements. Ah, on a négligé. Non, non. Tu vois, c'est le frottement qui fait que bah, on va s'arrêter en réalité avant. Parce que théoriquement, s'il n'y a pas de frottement, la moto va parcourir 197 mètres. Mais en fait, en réalité, elle a parcouru 175. Ça veut dire que les frottements l'ont freiné, tu vois. Donc, Ouais. la différence entre le calcul pratique, entre le calcul graphique et théorique, est due au frottement. On aurait pu rajouter cette question. La différence entre... Donc, dans, dans 197,13, c'est là où on a négligé les frottements, c'est ça? Oui, Ok. dans 197,13, on a négligé les frottements parce que là, on considère, enfin, on n'a fait que des calculs théoriques. Alors que tout à l'heure, on s'est basé sur des graphiques. Ouais. Donc, calcul graphique et théorique et dû au frottement qui est négligé évidemment dans la partie théorique. Est-ce que c'est clair? Mm. Oui. Exercice intéressant.